population est convoquée pour dire est-ce que le maire s'en va ou est-ce qu'il reste. Voilà. Mais ne croyez pas que ce que je suis en train de vous dire est une espèce de folie que j'aurais trouvée avant d'arriver ici, ou en parlant avec Francis. Non! Ceci est appliqué dans plusieurs pays du monde. C'est le cas au Venezuela. Et notre camarade Hugo Chavez a été une fois l'objet d'un référendum révocatoire, il s'y est soumis, il l'a gagné. Il n'a pas été révoqué. Le même référendum révocatoire existe dans 3 ou 4 pays maintenant de l'Amérique du Sud. C'est très important parce que c'est ce qui nous permet de marier la stabilité des institutions qui est nécessaire et la capacité d'initiative populaire. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens « Allez, au revoir, on vous reverra dans 6 ans ». Parce que celles et ceux qui sont élus savent que les gens qui sont en face d'eux, à tout moment, peuvent dire « Écoute, maintenant, baisse d'un ton, parle-nous autrement ». Ou dis donc, ça fait combien de temps que tu nous dis que tu vas régler le problème de l'eau, le premier mètre cube gratuit, tu n'as toujours rien fait, ben maintenant, c'est bon quoi. Ou passe la main ou fais-le. Vous comprenez, c'est un outil de pouvoir populaire et citoyen que vous auriez en permanence, mais comme des adultes responsables, pas comme une bande d'énergumènes qui surgirait tous les 2 jours dans le bureau du maire pour dire on t'a assez vu. Quelque chose de sérieux, d'organisé, de méthodique, de respectueux des autres. Et c'est ça dont nous voulons. Nous voulons une vie politique construite sur du sérieux, des idées, des initiatives d'adultes qui se maîtrisent et qui savent ce qu'ils font. Bon, je vous en ai assez dit sur ce qu'on peut faire d'une commune. Voilà pourquoi, quand vous allez entrer, vous allez en baver, hein, vous allez voir. Parce que d'abord, les gens là, ils en ont marre. Pour plein de raisons. Donc, les élections municipales, ça passe au-dessus de la tête. Et puis, il y en a plein qui disent, de toute façon, c'est tous les mêmes. Et nous, on paye double ou triple. Parce que nous, on est les humiliés. Par exemple, là j'ai écouté, je regarde le résultat du sondage de Marseille. Ici, l'UMP, je sais pas quoi, le machin, la l'UDI, les Verts qui sont là, je sais pas, 4. Tout le monde, sauf nous. Sauf notre liste à Marseille qui, elle, fait 9 points. Elle fera 10. On ne peut faire aucune majorité à Marseille sans nous. Même pas cité. Et ainsi de suite, je pourrais vous donner comme ça 10 exemples. Donc nous devons lutter sur tous les fronts, convaincre les gens pour les amener à la politique. Ils ne suivent pas, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais vous, c'est qui vous? Alors, on est le Front de gauche. Ah, le Front National, j'aime pas. Mais non, on t'a dit le Front de gauche. Ah, bon, pardon. Alors on dit, oui, ben c'est Mélenchon. Ah oui. Oh, il est fâché. Hein. C'est vrai, il a lu ça partout, je suis fâché. Et, bon. Alors, ah ben non, c'est M. Parny. Ah, c'est le grand, là. Oui, je l'ai vu l'autre jour. Bon, il faut expliquer. Mais de nous, ils n'entendent pas parler à la télé, à la radio, au journal. Donc c'est dur pour nous. Et puis, il y a le fait que beaucoup disent, j'en ai marre, j'en ai assez. Fouche-moi la paix. Laisse tes histoires, ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est tous les mêmes de toute façon. Ils parlent et après ils font tout le contraire et ils prennent pour eux. C'est pas vrai? On n'entend pas ça partout. Voilà. Mais il faut comprendre qu'il y a des raisons à ça. Nous, on ne va pas les caresser en sens du poil, dire oui, ils sont tous pourris. C'est pas vrai. Ça ne sert à rien de parler comme ça. Il faut toujours essayer d'accompagner le mouvement et de faire réfléchir. Des fois, il faut piquer quand même. Bon, vous avez vu en Bretagne? Ah ben, oh, les amis, là, plus personne n'a rien à dire que c'est cette histoire. Un ouvrier qui jette un boulon, il se fait ramasser, on le pourchasse pendant combien d'années? Regardez Xavier Mathieu. Lui a été filmé parce qu'il avait viré ce qu'il y avait sur la table du sous-préfet. 5 ans après, il y a encore, avec des procès. Les autres, ils ont démonté 4 portiques. Foutu le feu à 2 d'entre eux. Rien. Pas une contravention. Pas un qui est au bloc. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aurait 2 poids, 2 mesures? Et qui c'est tous ces gens avec ces bonnets rouges? Ils en ont ras-le-bol. On peut le comprendre. Mais oui, il faut le comprendre. Mais c'est des ras-le-bol additionnés. Mais ras-le-bol additionné, c'est pas une ligne politique. C'est pas un projet, pas être d'accord. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois le responsable de la grande surface qui vient devant la manif avec un bonnet rouge, entouré des paysans qui lui fournissent ses rayons. Ah ah! Vous vous êtes réconciliés? Parce que c'est quand même celui-là qui les tombe eux toute l'année. Toute l'année, qui paye les prix agricoles en dessous du tarif, qui fait que ces pauvres paysans, issus sans et haut pour rien, ils ont été transformés en métayers des banques, et dès qu'il leur manque 3 francs 6 sous, clac, on ferme l'entreprise agricole. Il se pend un paysan par jour dans ce pays de suicide de malheur.
Ah, alors vous retrouvez à manifester ensemble et vous trouvez ça normal. Oui, c'est pour la Bretagne, oui, d'accord. Et les autres qui étaient à Carhaix, c'est aussi pour la Bretagne, mais c'est les ouvriers. C'est les syndicats. On a le droit d'être en colère, mais il ne faut pas se tromper de colère. Et surtout, il ne faut pas se tromper de voisin. Parce que si vous allez manifester avec celui qui vous tombe le reste de l'année, quand la manif est finie, il vous retombe. Mais vous, fermez votre bouche parce que vous étiez avec lui. Il faut faire attention, mes amis, à ça. C'est pas parce qu'il passe en cortège qu'on est d'accord. Et là, je vous ai parlé des paysans, mais j'aurais pu vous parler des ouvriers. Enfin, qui est-ce qui ferme ces entreprises? C'est pas les ouvriers, non? Qui a poussé les ouvriers d'une usine qui allait manifester devant la porte de l'autre? Qui a poussé les ouvriers à se frapper les uns les autres? Qui? Sinon le même qui se retrouve avec un bonnet rouge à dire « Viendez ma bande, manifester avec moi ». Non, mes amis, on ne va pas aussi se laisser faire là, en brigadés, en troupés dans des choses inacceptables, et à la fin ils sont contre l'écotaxe. Oui, ben parlons-en. Mais surtout, parlons surtout de savoir pourquoi il y avait un contrat qui permettait à une entreprise privée d'aller collecter l'impôt à la place de l'État. Vous entendez ça? Peut-être que vous ne l'avez pas suivi, cette histoire. Ils ont payé une boîte privée pour collecter l'impôt, et la boîte privée prenait 20%. 20%, ça vous savez quand est-ce que ça existait, ça? Sous l'Ancien Régime, sous Louis XVI, sous les rois. Ça s'appelait la ferme générale. Le roi trouvait une boîte et lui disait « Bon, monsieur, vous me donnerez tant, et vous, allez vous servir. Allez le prendre sur les gens. » Ça, les douaniers nous ont mis en garde. Les douaniers nous ont mis en garde. J'étais aux états généraux de la douane, vous vous demandez ce que je suis allé ici, ben maintenant vous le savez. Me faire expliquer ça par eux. Les douaniers ont prévenu, et eux ils disent, nous, les frais de fonctionnement de la douane, service public, c'est 5%. Pas 20, 5. Les autres, ils se mangent 15%. Juste pour être là. Et où est-ce qu'on met les portiques? Pas sur les autoroutes, sur les routes départementales. C'est-à-dire, c'est la circulation de proximité qui est pénalisée. Celle qui permettrait de rétablir la circulation et la production en circuit court. Laquelle n'est pas réprimée? Celle qui passe sur les grands axes. Ah bon, pourquoi elle pollue moins celle-là? Ça pollue moins un camion sur une autoroute? Vous avez qu'à aller sur l'autoroute A6, ça vous donnera une idée, mesdames, messieurs. Je ne parle pas à vous, hein, vous y êtes sur l'autoroute A6, vous connaissez, ou la 10, je ne sais pas de quel cours on est là. Bon, bref, on s'est compris. Donc, mes amis, maintenant, je vous demande de bien regarder ça en face pour comprendre le danger dans lequel nous sommes. Il y a beaucoup de militants parmi vous. Donc, vous réfléchissez comme moi. Vous essayez de prendre un bout d'avance pour comprendre de quel côté vont les événements. Si vous laissez la colère s'accumuler, si d'un autre côté on dit à la gauche, la droite, parce que la gauche pour eux, c'est le Parti Socialiste et tout le reste, ça n'existe pas. C'est tout du pareil au même. Si vous laissez ça, et que vous laissez la conduite de l'opération ensuite, non pas à amener l'énergie du côté où il faut frapper, mais entre soi, nous aurons tout perdu. Vous me comprenez? Si vous laissez la colère populaire légitime être dirigée par la droite, l'extrême droite, comme c'était le cas à Quimper, c'est-à-dire l'UMP, le MEDEF, le Front National, les identitaires fascistes locaux, si vous laissez cela prendre, alors nous sommes perdus. Parce que la colère va se tourner contre le voisin, par exemple celui qui ne serait pas assez breton, aux yeux de celui qui se pense breton. Elle se tournera contre la région d'à côté, contre l'usine d'à côté, comme vous l'avez vu se faire en Bretagne, les uns contre les autres. Ne les laissez pas diriger vos colères. Et pour ça, il faut que nous dirigions la colère. Et pour ça, il faut dire les choses clairement. Où est l'ennemi? Où est l'adversaire? Mes amis, le capital prend dans notre pays, dans les années 80, il prenait 3% de la richesse totale. Pour lui, rien que pour lui, pour les dividendes. Maintenant, il en prend 9%. Écoutez-moi, ça veut dire que chaque année, ceux qui ont du capital, des actions, reçoivent, des actions, des bons, des banques, reçoivent 120 milliards chaque année. 120 milliards d'euros de plus que dans les années 80. Ces 120 milliards d'euros, ils ont été pris dans le travail humain, dont je vous ai parlé tout à l'heure. La part dont vous n'avez pas vu la couleur, la part gratuite, elle est là, elle a augmenté la part gratuite qu'ils ont pris pour eux. 120 milliards.
Ça fait tellement de milliards que vous vous demandez ce que ça peut bien faire comme chiffre sur une feuille de papier. Eh bien, je vais vous le traduire en termes concrets. Ça veut dire que si on prenait ces 120 milliards, et ça ne serait pas le communisme, hein, parce que ça serait juste les ramener à la répartition des années 80, juste à la proportion des années 80, eh bien, avec ces 120 milliards, on pourrait payer 4 millions de personnes au SMIC, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus une seule personne qui n'aurait pas un salaire dans ce pays. Vous le comprenez ? Voilà pourquoi je voulais vous faire connaître ce chiffre en prenant le temps de l'expliquer, pour que vous voyez l'énormité de la prédation que le capital fait sur le travail dans notre pays, et pourquoi la misère s'accumule. Et qui l'organise et la développe encore plus, sinon ce gouvernement-ci qui nous a menti, et qui nous avait dit qu'il ferait le contraire. Parce que lorsque le président de la République, en novembre dernier, a dit que pour aider la compétitivité, je parle lentement parce que ça m'arrache les lèvres, la compétitivité, il fallait baisser le coût du travail. Nous nous disons que ce n'est pas le travail qui coûte le plus dans ce pays, c'est le capital. C'est le capital qui coûte beaucoup trop cher, puisqu'il coûte 120 milliards de plus maintenant qu'il ne coûtait dans les années 80, tandis que les salaires, eux, ne coûtent pas et n'ont pas progressé, c'est-à-dire triplé comme ceux des revenus du capital. Je demande qu'on me fasse la démonstration du contraire de ce que je suis en train de vous dire. Il faut donc de la volonté politique et donc un rapport de force pour dire, mesdames, messieurs, les puissants et les importants, vous êtes en train de scier la planche sur laquelle vous êtes assis. Parce que, à force de presser, à force de réduire, à force de couper, arrive un moment où il n'y a plus rien à prendre parce que les gens n'en peuvent plus. Parce que la misère s'est tellement répandue qu'à ce moment-là, c'est en cascade que tous les titres de banque commencent à s'effondrer. C'est ce qui s'est passé en Espagne avec l'immobilier. Je ne vais pas maintenant prendre cet exemple, rassurez-vous. Mais je voudrais vous montrer qu'ils conduisent à une catastrophe. Que toute l'Europe est déjà en récession, c'est-à-dire que chaque année on produit à peu près la même chose que l'année précédente. Vous me direz, si c'est pour produire des cochonneries, tant mieux. Mais précisément, c'est ce qu'a fait le chef de l'État. Il a dit, le travail coûte trop cher, donc nous allons aider les entreprises. C'est toujours les entreprises qu'on va aider. Hein? Mais ce n'est pas les entreprises qu'on aide, c'est les actionnaire. Il leur dit, je vous donne 20 milliards. 20 milliards. C'est une somme gigantesque. 1% de la richesse totale du pays va changer de poche, les amis. 20 milliards en crédit d'impôt. Ah ah. Et vous les trouvez où? D'habitude, il y a de l'argent pour rien. Mais vous avez trouvé 20 milliards. Où? Ah, dit le président, j'ai trouvé. Premièrement, quick. 10 milliards de dépenses de services publics en moins. Alors vous avez les crétins de service qui disent « Ah bah oui, les fonctionnaires, ils fichent rien ». Bon, et d'ailleurs, il y en a marre. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de policiers dans mon carrefour? Ah, puis alors, les fonctionnaires, c'est des feignants, hein. La preuve, il manque un instituteur dans mon école. Et ainsi de suite. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils disent dans la même phrase le contraire de ce qu'ils sont en train de dire. S'il n'y a pas un policier en bas de chez toi, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse de l'État. S'il te manque un instituteur, c'est parce qu'il n'y a pas la paye pour le donner. Voilà, Nico, il faut leur parler comme ça. Si vous leur dites pas Nico, alors ils disent « Ah ben nous, on pense qu'on veut. Ouais, tu penses que tu veux, mais ce que tu dis est stupide. Et mon devoir, c'est de te dire que tu te trompes. Si je ne te le dis pas, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton camarade, je ne suis pas ton concitoyen, je suis juste un flatteur. Donc je dis Nico. Voilà. Et quand on va manifester avec son patron, je dis l'esclave va défendre le droit de son maître. Je ne suis pas d'accord. Je préfère le dire comme ça. Je pourrais le dire autrement. Qu'est-ce que vous croyez? Je parle latin ancien couramment. J'ai écrit 14 livres. J'ai une licence de philosophie. Qu'est-ce que vous croyez? Petit bavard qui m'accablait de vos sarcasmes. Hein? Je parle cru et dru pour qu'on comprenne ce que je dis, pour que tout le monde comprenne. Et je dis, toi, t'es un nigo, parce que tu t'en vas aider la main qui te frappe. Parce que t'es un nigo, si tu t'en vas aller manifester avec la banque qui t'oblige à mettre du nitrate et tous ces produits, et ensuite t'élèves des cochons d'une manière qui est inhumaine, tu les transportes d'une manière qui est inhumaine et honteuse, et tu pourris la Bretagne qui maintenant se tape des algues vertes sur toutes les plages. Et tout ce que vous avez trouvé à faire, avec vos airs intelligents, c'est de dire oui, nous demandons que les subventions pour les ailes de poulet congelées continuent à être données. Ah bon, c'est ça que vous avez trouvé? Les mêmes qui viennent dire il y a trop d'immigrés. Il y a trop d'immigrés, mais pourquoi ils partent de chez eux, ces pauvres gens? Pourquoi ils prennent tous ces risques? Pourquoi tant d'entre eux meurent dans la mer? Pourquoi tant d'entre eux s'arrachent à leur famille et les laissent tout seuls? Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils aiment voyager? Non, parce qu'ils sont dans la misère.
et qui veulent améliorer la situation de leur famille, et que tout être humain est fait comme ça. Et ce sont les courageux qui immigrent, figurez-vous. C'est eux qui prennent le plus de risques. Alors, et vous, tout ce que vous avez trouvé à faire, c'est de dire oui, on va continuer à vendre des poulets surgelés que nous avons fabriqués en surnombre, dans des conditions épouvantables, et nous allons les vendre tellement peu cher qu'ils valent moins cher quand ils arrivent là-bas, dans le village, que le poulet qui court dans la rue. Et que pour le capturer et l'attraper, il vous coûte plus cher que celui qui arrive d'Europe. Et tout ce que vous avez trouvé à faire, c'est de dire, faut que ça continue, pour que nous puissions continuer à être surexploités. Voilà ce que vous ont dit ces gens. C'est avec tout ça qu'il faut rompre. On ne règle les questions sociales qu'en réglant les questions écologiques, on règle les questions écologiques en réglant les questions sociales. C'est ça la politique du XXIe siècle. C'est comme ça qu'il faut faire de la politique. Et pour ça, il faut dire, c'est pas le capitalisme ni le marché qui va vous tirer de là. Parce que, mesdames, messieurs, pour changer des outils de production, il faut de l'argent. Et cet argent, il ne va pas à l'investissement en France. Il ne sert pas à acheter des machines. Il sert à donner aux actionnaires. Et on donne plus d'argent aux actionnaires qu'on en met dans les machines maintenant. Alors, c'est moi l'irréaliste ou c'est eux? Alors, mes amis, voilà ce qu'est notre politique. Ne laissez pas la direction de la colère aux autres. C'est pourquoi, Francis, je profite du fait que je suis là. Nous cherchons tous une idée. J'en propose une, et comme tu as un rôle particulier au Parti communiste, je te demande de la transmettre. Demain matin, vous allez recevoir, l'ensemble des camarades du Front de gauche, un courrier qu'on vous envoie. On a une proposition, ça fait plusieurs semaines déjà qu'on discute. Comment on peut faire? Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Et nous, il faut qu'on y soit. Il faut qu'on soit là, comme on est nous, avec nos idées, nos drapeaux, nos mots d'ordre. On est nombreux, tant mieux. On n'est pas assez nombreux, c'est pas grave. On est là. On ne se mélange pas avec n'importe quoi. Nous n'irons pas démolir les portiques ni foutre le feu. Le seul portique après lequel nous, on voudrait un peu s'attarder, c'est le portique du MEDEF. Celui qui est installé là-bas à Bercy. Ça, c'est le portique du MEDEF. Parce qu'ils ont décidé 10 milliards de coupes dans les services publics. Mais c'est pas tout. Ils ont décidé 7 milliards par la TVA. Et vous autres, vous n'avez pas fait attention. Et pourquoi vous n'avez pas fait attention? Parce que vous êtes des braves gens, et vous faites confiance à ce qu'on vous dit. Et le Premier ministre a dit, mais non, on est passé de 19 à 20, mais ce n'est pas une augmentation. C'est une diminution, parce que Sarkozy l'avait prévu 21. Vous êtes là devant votre poste, et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me dit? 19 plus 1, c'est une diminution? Mais mon gosse, il sait que c'est pas vrai. Pourtant, il vous l'a dit. Ce soir, ça vous fait rire, mais quand vous l'avez écouté à la télévision, vous rigolez pas. Ou vous avez rien compris, ce qui est le cas de la plupart des gens, ou ça vous met en colère, et tu dis, te fous de moi en plus. Oui, il se fout de vous. Il va vous prendre 7 milliards. Vous savez ce que c'est 7 milliards? Vous divisez 7 milliards d'euros par 65 millions de Français. Et vous tombez sur 100 euros par tête de pipe. Un peu plus de 100 euros. Si bien que si vous êtes une famille avec 2 gosses, que j'aille pas vous dire de bêtises, parce que sinon il y en a un qui va aller me dénoncer, le journaliste du coin qui va dire « Ah, Mélenchon, il a dit une bêtise ». Alors voilà, 107 euros par an, par Français, on a tout compté, même les gosses. Alors si vous êtes un couple avec 2 gosses, l'augmentation de la TVA, ça vous coûte 428 euros l'année prochaine. Vous êtes contents, les gens? Non. Et pourquoi faire, vous allez donner 428 euros? Pour que vos gosses soient mieux élevés? Pour que vous soyez mieux soignés? Pour que les anciens partent plus tôt à la retraite? Non! Vous allez donner 408 euros pour la compétitivité. Et oui, c'est-à-dire pour les dividendes des actionnaires. Alors quand je vous dis que le portique du MEDEF est installé à Bercy, je l'ai prouvé, je crois. La chose qu'ils ne vous ont pas dit, c'est qu'ils ne savent pas où trouver 3 milliards qui leur manquent. Parce que 10 plus 7, ça fait que 17. Il en manque encore 3. Et ils avaient dit, on va faire des taxes écologiques. La taxe écologique, ça m'a l'air mal parti. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors maintenant, l'écologie, c'est des taxes. Parce que plus ça coûte cher, donc plus les gens vont acheter autre chose. Non, ça, c'est pas l'écologie, c'est le marché, ça. L'écologie, c'est on produit proprement, responsablement, pour le bien de tous. Voilà pourquoi, vous voyez, ça prend du temps d'expliquer tout ça. Et puis j'y mets un peu d'humour, parce que sinon ça va être terrifiant, une soirée où vous entendez raconter que des malheurs. Il faut y mettre de l'humour. Ça fait autant d'effet, je le dis souvent aux camarades.
Marrez-vous un peu, ça marque autant l'esprit qu'une nouvelle terrifiante. Enfin, quand même, je reconnais que tout ce que je raconte n'est pas très gai. Hein. Moi, j'ai l'espoir, vous savez, parce que je sais que le pays est puissant. Et depuis qu'on a créé le Front de gauche, il y a une mentalité qui s'est créée entre nous. C'est que, je ne sais pas si vous le sentez, on se sent capable de diriger. On ne se sent pas seulement comme des gens qui témoignent dans un coin, qui disent, comme l'ont fait beaucoup de camarades, on continue, on tiendra le drapeau. Non, on se dit, on sait quoi faire. Et moi, je vous dis, je vous parle franchement, je le vois à la télévision, qu'est-ce qu'il a encore trouvé? Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je me dis, je sais ce qu'il faut faire. Je disais tout à l'heure à mon camarade, tu sais, dans les rangs du Front de gauche, on a au moins de quoi faire 2 ou 3 gouvernements, compétents, efficaces, avec des économistes, des artistes, des gens de lettres, des administrateurs de très haut niveau, au moins en tant qu'eux. Hein. J'espère que vous n'avez plus de complexe cette fois-ci. Hein. Vous avez vu Hérault? Il est tellement transparent qu'on voit le MEDEF à travers. Bon. Donc, mes camarades, mes amis, je sais où nous allons. Je ne sais pas mieux qu'un autre ce qui va se passer demain. Je connais les risques, les dangers. Nous ne sommes pas des aventuriers. Nous ne sommes pas en train de prêcher le feu et les flammes sans savoir où nous allons. Il faut apprécier à chaque moment du déroulement historique, de la prise de conscience politique, à quel point nous pouvons poser le jalon suivant, l'étape suivante. Quand nous avons créé le Front de gauche, nous ne savions pas si ce que nous entreprenions allait réussir ou pas, c'est-à-dire si vous alliez être d'accord. On a eu un bon résultat d'abord aux européennes, puis aux régionales, et on a su que c'était possible. Alors on a fait quelque chose d'extraordinaire. On a été capable, à 9 organisations, de désigner un candidat commun. Personne d'autre que nous l'a fait. Personne d'autre que nous l'a fait. D'accord? Et nous avons mobilisé autour de nous 4 millions de suffrages. On nous avait dit, vous n'arriverez à rien. Et nous avons sorti le drapeau rouge, en même temps que le drapeau bleu-blanc-rouge. Et nous nous sommes rassemblés à la Bastille, et sur la plage du Prado, et à Toulouse, et combien de fois? Alors ils se sont dit, oui, tout ça c'est parce que Mélenchon il parle bien. Ils se sont rassurés avec ça, ils ont montré des images de moi, on me voyait avec de la lumière, de la fumée, comme une pop star. Et c'était une manière de vous mépriser, vous, en disant, oui, en fait, ces gens, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas moi je m'en fiche. Vous, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais les gens étaient là. À un moment donné, c'est vrai, tu l'as dit. Un petit groupe, pas n'importe lequel, a dit, on n'est pas tranquille, on a peur. On va voter Hollande. Moi, je ne leur jette pas la pierre, je comprends ça. Je comprends qu'on puisse se poser des questions, qu'on n'ait pas envie de voir la France défigurée à nouveau par un deuxième tour. Mais mes amis, ça commence à bien faire. Le vote utile, à quoi bon organiser des élections si c'est comme ça? Mais ça progresse dans les consciences aussi. Les gens se disent, on s'est fait avoir. Il ne faut pas qu'ils disent, on s'est fait avoir et maintenant on ne fait plus rien. On s'est fait avoir, donc on réfléchit. Et on tire la leçon de son erreur pour essayer de se comporter plus efficacement à la fois d'après. Ce qu'on fait tous dans nos vies privées, non? On peut le faire dans la vie privée. Bien sûr que si on avait eu ces 16 ou ces 18%, j'aime mieux vous dire que, évidemment, ça changeait tout. Nous devenions les maîtres de la situation. À 11%, nous avons été les maîtres du résultat. C'est nous qui avons fait le résultat. Et j'ai pas de regret. Je ne regrette pas M. Sarkozy. Quand on me dit, alors, vous avez fait élire Hollande. D'abord, moi, j'ai fait élire personne, c'est les gens qui votent. Hein. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'il y a à faire. Évidemment que ça aide. Hein. Les gens le savent. Mais je n'ai pas de regret d'avoir viré Sarkozy. J'ai aucun regret. Je suis très content. J'ai pas le choix, c'est pas moi qui ai inventé ces institutions. Deuxième tour, il n'y en a que 2. S'il y avait pu en avoir 3, peut-être que je serais resté. J'aurais discuté avec les camarades. C'est pas ça se décide pas tout seul, des trucs pareils, vous imaginez. On aurait discuté, on aurait dit, qu'est-ce qu'on fait? Je maintiens, je retire. On aurait discuté. Mais la question ne se posait pas. La question se posait de savoir si oui ou non, alors qu'on avait fait toute une campagne pour sortir la politique de la droite, on sortait l'homme de droite. On l'a sorti. Alors on était un certain nombre à ne pas avoir beaucoup d'illusions, y compris dans cette salle. Hein, ne me racontez pas d'histoire. Hein. Notre idée, c'était pas qu'on choisissait Hollande, notre idée, c'était qu'on éliminait Sarkozy. Et on l'éliminait à cause de sa politique. Et bien nous, on continue. On est toujours contre cette politique. Et donc, s'il le faut, on va sortir celui-là aussi. Mais pourquoi faire? Dirigez-nous. Pas pour que les autres dirigent. Donc nous n'allons pas courir derrière le premier cortège que nous voyons passer, avec des bâtons et des pierres, pour dire oui, on est d'accord, tous contre. Non, pas tous contre.
Parce que ce que nous faisons, nous, n'a rien à voir avec ce que font les autres. Et nous préférons le dire franchement. Nous ne faisons pas de manifestation avec le MEDEF. Nous ne faisons pas de manifestation avec l'UMP. Nous ne faisons pas de manifestation avec l'extrême droite. Nous faisons des manifestations contre l'UMP, contre l'extrême droite, contre le MEDEF. Changement de décor. Donc, camarades, c'est ça la proposition que je vais faire. Il faut regarder le calendrier pour voir où ça tombe. Nous devons relever le drapeau. Nous devons appeler à ce que ce soit vers nous que se tourne la colère populaire. On y arrive ou on n'y arrive pas, je n'en sais rien. Mais à chaque fois, la question est posée. Quand on a décidé de manifester contre le traité européen, personne ne voulait manifester. L'affaire était entendue, ça ne servait à rien. Et nous tous, alors, nous aurions été des animaux? Non, nous sommes adultes, conscients, éduqués. On n'est pas d'accord avec le fait que notre destin soit plié par le traité européen. On le dit, on descend dans la rue, on se montre, on affiche ses idées, on distribue des tracts, on convainc le voisin. Et celui qui est assez malin pour comprendre ça, il est assez malin le lendemain pour comprendre qu'il faut voter pour Pardi parce que c'est la même chose. Il n'y a pas deux élections différentes, c'est la même. C'est les mêmes hommes, les mêmes équipes, la même ligne politique. Donc il faut qu'on relève le drapeau. Et pareil, on m'avait dit le 5 mai, vous vous rappelez l'ambiance? Monsieur Cahuzac, ce type qui avait dit sur le plateau de télé où j'étais en face de lui, oh, je n'ai jamais eu de compte, je ne sais pas quoi ce qu'il racontait. J'avais dit, bon, il y en a un qui ment, c'est ou le journal ou vous, dans les deux cas, c'est grave. C'est une affaire d'État, c'était lui qui mentait. Hein? Le monsieur super intelligent, qui était un voyou comme un autre, et en plus, un imbécile qui se met à parler en franc, au milieu de la discussion, monsieur le grand expert. On dit Mélenchon est sincère et l'autre est un expert de rien du tout. Bon. Il ne faut pas se laisser intimider par ces gens. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il ne faut pas baisser les yeux. Nous aussi, on a été à l'école. Nous aussi, on comprend les choses. Quand on est un syndicaliste, on en sait au moins autant qu'un de ces brillants économistes sur la manière dont ça fonctionne sur le terrain. On n'a pas de leçon à recevoir. Leur mépris n'a pas de place devant nous. Donc, on est là. Et là, la situation, comme elle ne nous convenait pas au mois de mai dernier, quand il y avait cette ambiance pourrie au sommet de l'État, et que tout ce qu'ils ont trouvé à faire à l'époque, c'est de demander le patrimoine des élus, ça a été ça leur réponse à la situation d'un cas avéré de voyous, de voleurs. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est eux les populistes qui ont tourné la haine contre les élus en disant ils sont tous suspects. Non, ils ne sont pas tous suspects. Quelques-uns sont suspects et d'autres sont encore plus suspects. Ceux-là, ils étaient bien cachés. On n'a pas parlé d'eux, hein. Ceux-là, ils nous volent 85 milliards d'euros par an d'évasion fiscale. C'est vous, là, qui ne payez pas, non? 85 milliards, je vous vois, vous n'avez pas l'air bien clair. C'est pas vous, bien sûr. C'est pas vous qui faites de l'optimisation fiscale. Donc, il faut qu'on s'avance sur le devant de la scène et qu'on fasse notre propre proposition. Je regarde le calendrier, Francis. La seule date qui nous permet de nous rassembler, après c'est Noël, c'est bientôt Noël. Hein. C'est bientôt. Bon. Et puis là, on ne va pas non plus... pas trop vite non plus, hein, parce qu'il faut quand même le temps que ça se prépare. Il me semble que la date qui colle, c'est le 1er décembre. Le 1er décembre, on n'est pas encore dans les fêtes de Noël, et on a le temps, on a 3 semaines pour préparer ça. Donc ça, bon, la date, ça se discute, hein, mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire une marche le 1er décembre. Il faut faire une marche pour la révolution fiscale. On ne peut pas laisser le discours se porter exclusivement sur « abat les portiques », mort à l'impôt, etc. Parce que ça, c'est pas une position de gauche. L'impôt juste est nécessaire. L'impôt injuste est ridicule et discrédite l'État et la République. Il faut donc un impôt juste, oui, il faut changer. Et nous avons quelque chose à demander. Ah bon, puisque M. Hérault a cédé au premier portique qui est dégringolé, en disant, on vous fait un moratoire pour la Bretagne, et au deuxième portique, il a dit, très bien, on annule pour tout le monde. Et après, il a dit, non, on n'annule pas, on suspend. Oui. Enfin, le truc de social-démocrate habituel. Je le fais, mais je n'ai pas fait, mais je ne dis pas, bon, bref. Au deuxième portique, il en est, eh bien, très bien, nous avons quelque chose à demander, nous, dans le cadre de la révolution fiscale. Nous refusons l'augmentation de la TVA au 1er janvier prochain. Parce que l'augmentation, c'est 107 € par tête de clic dans ce pays. Si vous voulez faire un cadeau au patron, trouvez-le ailleurs, mais pas dans nos poches. Vous voyez, on a au moins une bonne raison et un objectif concret. Et ça, ce n'est pas nos camarades des syndicats qui vont le faire. Le syndicat, il se base sur d'autres objectifs. Il ne se bat pas sur l'impôt, le syndicat, il se bat sur l'emploi. Et on ne va pas mélanger les genres. Ce n'est pas à nous d'aller dire ce qu'il faut faire dans les usines. Hein, voilà.
Voilà, camarades, la proposition que je vais vous faire, que je voulais vous faire pour terminer mon discours, parce qu'il faut bien qu'il finisse, et puis parce que nos rencontres, il faut toujours qu'elles aient une utilité. D'abord, il y a le bonheur, je l'ai dit, de se retrouver. Moi, ça me fait plaisir de voir les gens, de temps en temps vous souriez, des fois vous applaudissez, bon, on vit ensemble un moment. Ça va gamberger, ça va travailler. Bon, on est quoi là? Jeudi? Oui. Hein? Oui. Bon, ben, dimanche prochain, repas de famille. Il y en a bien ou deux qui seront à table, clac. On leur passe le message au passage. Hein? Déjà, c'est ça de gagner. On leur donne ça fait du bien. Et puis, on a lancé une campagne, celle de Francis Parny. Il y a des fois un démarrage. Alors, je sais bien, c'est à froid. On dit, ah, vous convoquez des réunions au mois d'octobre, au début novembre, les élections, c'est en mars prochain. Bon, d'accord, il y en a qui ne comprennent pas. Mais nous, il faut bien qu'on s'y mette. Parce que c'est un travail de patience. C'est un par un, le Francis, toc, 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 à toutes les portes, tous les soirs, ou presque. Et ainsi de suite. Et vous-même, vous allez vous y mettre, chacun là où vous pouvez, comme vous pouvez. Mais chacun de nous peut faire quelque chose. Et si vous ne commencez pas maintenant, et que vous attendez la dernière semaine, ils vont vous dire, ah tiens, qu'est-ce que tu veux avoir la nuit des élections? Non, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Il faut y aller doucement, tranquillement, mais méthodiquement, un par un. Moi, écoutez, je vais finir là-dessus. Je vous raconte une histoire. Le président Hugo Chavez, ils avaient distribué à tout le monde, ils appellent ça una libreta. Chacun avait son petit cahier, et chacun devait trouver 10 personnes qu'il amenait à voter. Pardon, hein, ça ne se fait pas dans les meetings, mais eux, ils le faisaient. Il y avait le meeting auquel moi j'ai assisté, incroyable. Il y avait 100 000 personnes. Alors il y avait des jumelles, comme ça, ils saluaient les gens, tout ça. Et puis il disait, camarade, toi là-bas, oui, oui, toi, oui, toi, viens. La personne faisait le tour, montait à la tribune, dit, tu as ta libreta? Oui, président. Voilà, alors nous, on a prévu ça avec le camarade machin et tout. Bref, c'était pas une opération, comment vous dire, c'était une opération civique. Je voyais ces gens, qui la plupart avaient été des pauvres avant le régime chaviste, qui ont été arrachés à la pauvreté par le partage de la richesse, qui s'accrochaient au régime chaviste comme un bien pour eux. Il n'y a pas que des avantages, le régime chaviste. Mais il a organisé le partage. Moi, je me rappelle, il disait, ah, il donne l'argent du pétrole pour les mesures sociales. Ah bon? L'argent du pétrole, c'est pour les footballeurs et les émirs. Mais non, l'argent du pétrole, c'est pour les pauvres. C'est pour ceux qui en ont besoin. Bref. Eh bien, tous ces gens, ils avaient leur libreta. Ne les prenez pas pour des imbéciles, ou des demeurés, ou des pas malins. Ils agissaient consciemment. Chaque personne se sentait militante de sa patrie, de sa ville. Si cette ville vous appartient, alors prenez le pouvoir. Et commencez à le prendre déjà sur vous-même. Vous prenez votre libreta, moi je t'ai inventé un truc. Et vous marquez les 10 personnes que vous connaissez. Vous avez le temps, hein? On ne va pas vous en demander plus. Entre maintenant et l'élection municipale. Tchouk, et vous les suivez. Vous aurez le meilleur panel de sondage. La première fois, on va vous dire, oh, ça me saoule, je ne sais pas. Comment tu m'as dit? Parny, oui, le grand, là, je l'ai vu. Ouais, oh, je ne sais pas, je ne le connais pas. La deuxième fois, ah si, je l'ai rencontré. C'est pas bête, oui, d'accord. Ouais, et puis, alors, comme ça, vous pourrez noter les progressions intellectuelles, morales et civiques des gens qui vous entourent. Mais allez-y, mollo, pas comme des brutes, à dire, bon, allez, tu votes pour Parny, signe-là. Non, ça, c'est pas bon, ça. Il faut travailler, et dites-vous bien, mes amis, là, je vous les ai présentés de manière un peu plaisante. On gagne chaque fois qu'on élève le niveau de conscience. Pas quand on prend les gens par surprise, ou même par la détestation, en disant, tu vas quand même pas voter pour ce con de droite. Ah non, la droite, c'est pas moi. Tu vas pas voter pour les socialistes. Ah oui, les socialistes. Non, ça suffit pas. Il faut élever, faire entrer du contenu, faire réfléchir, dire, moi je vais voter Parny parce que cette histoire de premier mètre cube de d'eau gratuit, je pense que c'est juste. Ou bien, je vais voter Parny parce que quand même cette idée qu'il a de dire, maintenant on va discuter du budget dans la commune et pas seulement dans le bureau du maire, je trouve que c'est une bonne idée. Et vous le dire à vous. Mes amis, vous ne perdez jamais rien à rendre les gens plus intelligents autour de vous. Chaque fois que vous les rendez plus conscients, plus intelligents, leur cœur et leur esprit s'ouvrent en même temps. Celui qui a la tête la mieux ouverte a le cœur le mieux ouvert. Celui qui s'ouvre le cœur le plus grand, il s'ouvre la tête le plus grand. Les deux marchent ensemble, le cœur et la tête. Ceux qui font marcher que la tête, ils ont le cœur tout serré, ils ne comprennent rien à la vie. Ceux qui marchent qu'avec leur cœur, alors évidemment, ils se font plumer en cours de route, les malheureux, hein, et c'est tout. Il faut que les deux aillent ensemble. Voilà, alors si vous votez pour, si vous allez travailler avec Francis, parce que moi maintenant je m'en vais pour faire préparer mon émission
de radio demain matin, vous penserez à moi, parce que non seulement il faut se lever tôt, ça aussi vous levez tôt, mais c'est qu'il faut mettre la gamberge en route tout de suite, hein, pour avoir la répartie. Et on va faire ensemble tout ce beau travail encore pendant des mois. Que chacun d'entre vous reparte de cette réunion en se disant qu'il n'est pas seul de son genre. Et que nous autres, les gens qui ont bon cœur et qui ont la tête claire, nous sommes les plus nombreux. Et comme disait un autre, les honnêtes et les travailleurs, ils sont majoritaires. Voilà, merci à tous.